Bonjour Philippe et merci d'être avec nous dans cette émission. Donc toi, tu es prof à l'Université Collège de Londres et donc tu as un regard particulier évidemment sur ce qui se passe sur l'Angleterre et sur le Royaume-Uni. Oui, oui, j'habite et j'enseigne au Royaume-Uni depuis longtemps déjà, mais je suis aussi un observateur de la vie politique française. C'est quand même de l'autorité publique, militant de gauche de longue date, en France et ici. Voilà, donc effectivement, ça me permet pour chacun des événements importants, surtout quand ce sont des événements communs comme la pandémie actuelle, de comparer, quoi, d'avoir un regard comparatif. Justement, est-ce que tu peux nous dire, pour commencer, quelle est la situation aujourd'hui en Angleterre, au Royaume-Uni? Qu'est-ce qui se passe, où on en est, pour voir un peu la différence ou ce qui se passe avec en France, par exemple? Alors, je sais qu'en France, ça s'est plutôt mal passé d'un point de vue sanitaire, humain, la gestion, au niveau du gouvernement. Les gens ne sont pas contents, se plaignent, à juste titre, je crois. C'est la continuation finalement de ce qui se passe depuis plusieurs années, depuis l'arrivée au pouvoir de Macron en tout cas. Bon, bah, il faut imaginer qu'ici, c'est encore pire, quoi. C'est-à-dire qu'on peut encore trouver une gestion encore plus catastrophique que ce que Macron a pu faire. C'est quand même, ça permet de relativiser les choses. Et c'est pas une fatalité que les choses soient mal gérées. Évidemment, une pandémie, un virus, on ne peut pas décréter de l'arrêter comme ça, hein. C'est comme le fameux nuage de Tchernobyl il y a 30 ans qui s'était arrêté soi-disant de l'autre côté du Rhin. Ça ne se passe pas comme ça, mais on peut quand même prendre des mesures sanitaires, politiques, qui amortissent le choc. Et quand on regarde les cas français, ils sont très édifiants. C'est dans les deux cas, on a accumulé erreurs politiques, erreurs de jugement, impréparation sanitaire. Et aussi, ça c'est une question plus structurelle, plus profonde et dont on va parler maintenant une fois qu'on aura fait le bilan de ce qui s'est passé. Un bilan d'abord humain, sanitaire, mais aussi l'infrastructure de la santé publique dans les deux pays, hein, qui est dans un mauvais état et qui est dans un mauvais état du fait de choix successifs politiques désastreux. Et donc, on a une même situation. Et donc, je disais, ce n'est pas une fatalité parce qu'il y a des pays qui ont fait mieux, hein, et qui ne sont pas forcément plus riches, plus grands. Euh, la Nouvelle-Zélande, vraiment, ça s'est bien passé. La Grèce, qui a pourtant, pour la situation économique que l'on connaît depuis plus de 10 ans, qui est très mauvaise, évidemment, un peuple qui a souffert, évidemment, de politiques d'austérité imposées au niveau européen, etc., depuis plus de 10 ans, eh bien, s'en est bien aussi sorti relativement par rapport à la France et au Royaume-Uni, alors qu'ils partaient avec un système hospitalier moins bon, en moins bon état que le nôtre. Donc, on peut quand même voilà, distinguer à chaque fois dans les deux cas une situation sanitaire qui est pas optimale, mais qui est peut-être meilleure que dans d'autres pays, qui s'en sortent mieux que nous. Et donc, il faut regarder les décisions politiques qui ont été prises. Et alors, pour ce qui concerne le Royaume-Uni, parce qu'on va essentiellement parler du Royaume-Uni dans cet entretien, je crois que toute l'impréparation qu'on a vue chez Macron, qui disait quelques jours avant le début du confinement, sortez, allez au théâtre, qui a organisé cette élection municipale absolument incroyable, véritablement le week-end précédent le confinement, où plein de gens ont contracté la maladie en allant voter ou en tenant les bureaux de vote. C'est à peu près la même chose en Royaume-Uni, sauf que tout est en décalé. Le confinement a commencé une semaine plus tard. On est toujours aujourd'hui en confinement. Il y a un relâchement partiel, en gros très hypocrite, très, très injuste. Euh, le Premier ministre a dit ici, voilà, ceux qui ne peuvent plus continuer à travailler à la maison, en télétravail, eh bien, doivent retourner au boulot, dans des conditions souvent mauvaises, prendre les transports publics dans des conditions souvent mauvaises. Il y a les mêmes problèmes de rareté des masques, de protection. Et donc, bon, moi, j'ai la chance de pouvoir travailler à la maison. Je suis universitaire. C'est pas facile d'ailleurs le télétravail. C'est quelque chose où la barrière entre vie privée et vie professionnelle est complètement enlevée. On travaille beaucoup plus en fait. Mais ce que je veux dire, au moins j'ai la chance de ne pas devoir prendre le métro à Londres pour aller bosser, ce qui est le cas ici. Donc vraiment une impréparation totale. Et donc la semaine prochaine, on attend une annonce qui va de la part du gouvernement qui va nous dire un petit peu quelles vont être les conditions du déconfinement. Euh,
Et puis, bon, il y a peut-être d'autres choses, on en parlera plus tard, mais en ce moment, il y a un scandale en plus qui vient se greffer là-dessus, qui est le conseiller spécial le plus proche, l'éminence grise de Boris Johnson, qui s'appelle Dominic Cummings, qui est un personnage qui a d'abord été celui, l'architecte des plus gros mensonges dans la campagne du Brexit, tous les gros mensonges sur les économies d'argent pour la santé publique qui ferait suite à la sortie de l'Union européenne, etc., qui ne s'est jamais évidemment matérialisé. Eh bien, on retrouve ce personnage qui, en plein pic de la pandémie, a complètement enfreint les règles que le gouvernement avait lui-même dictées, où il fallait rester à la maison, etc. A pris sa voiture avec une épouse qui était lui-même qui était malade, qui avait le virus, un enfant de 4 ans derrière et qui a conduit 400 km chez les parents. Donc, tu vois, une série de catastrophes. Donc, la presse et le public ne les lâchent pas parce qu'effectivement, on en a marre. Ça fait 2 mois qu'on est tous confinés et on voit que finalement, chez les puissants, au sein du gouvernement, il y a ces 2 poids 2 mesures. Eux-mêmes peuvent s'affranchir de leurs propres règles. Donc, ça passe très mal. Donc, oui, c'est une atmosphère assez déliquescente où le pouvoir qui, et c'est assez incroyable, les sondages jusqu'à quelques jours étaient meilleurs pour Johnson que pour Macron, alors que si on compare les deux, je pense que les deux ont mal géré, mais l'un encore plus mal géré que l'autre, et il était quand même encore relativement bien soutenu par le public. Ça, c'est fini maintenant, parce que je pense que mauvaise gestion, à peu près. On a un Premier ministre qui vraiment incarne une droite dure, hein, une droite qui prolonge une austérité qui n'en finit pas dans ce pays, qui a commencé avec le retour des conservateurs au pouvoir en 2010. Euh, des services publics vraiment dans un très sale état, encore pire qu'en France. Donc voilà, ça, encore une fois, on peut trouver pire qu'en France. Et, et qui, en plus, a lui-même contracté la maladie. Il a lui-même pendant 48 heures dans une très sale situation. Le NHS, qui est la santé publique, qui est vraiment soutenue ici dans ce pays, c'est quasiment un acte de foi. Tout le monde soutient le NHS, y compris les gens qui votent conservateurs. D'ailleurs, c'est assez extraordinaire. C'est un service public gratuit, évidemment payé par l'impôt, mais quand on va chez le médecin ou quand on va à l'hôpital, on ne paye rien, on n'avance pas d'argent. Et Justement là-dessus, parce qu'on a beaucoup parlé du système hospitalier français, qui a été un manque de lits, un manque de personnel, un manque de moyens, alors que c'est quand même un des services publics aujourd'hui qui, en Europe, tout le monde nous envie quelque part, même si on sait pas assez. C'était quoi et c'est quoi justement l'état du service de santé et un peu public qu'il y a au Royaume-Uni? Parce que tu l'as dit, il y a eu des années de politique austéritaire, donc ça a dû être, je suppose, massacré comme dans de nombreux pays. Et le Royaume-Uni est toujours un cas d'étude intéressant pour comprendre depuis une quarantaine d'années, parce que maintenant ça fait une quarantaine d'années qu'on a mis en place ces politiques, appelons-les néolibérales, c'est-à-dire une inflexion d'un capitalisme qui n'est plus un capitalisme où on essaie de trouver une forme de compromis entre capital et travail, qui a été quand même le cas pendant les soi-disant 30 glorieuses, mais un capitalisme qui dévore, qui ne fait plus compromis du tout, et qui passe effectivement dans l'un des pans de son idéologie et de son, euh, de son plan hein, d'action, c'est de effectivement sans cesse, par les politiques d'austérité, restreindre le voilage des services publics, donc sa qualité hein, et son volume aussi, et sa capacité à servir le public dans tous les domaines. Et l'hôpital public, ça a été compliqué pour les conservateurs parce que je viens de dire, les Britanniques, ils tiennent vraiment. Hein. C'est quelque chose, j'ai du mal à trouver un équivalent en France. C'est quelque chose, quand tu dis hein, NHS, hein, ce sont les initiales, hein, National Health Service, le NHS en anglais, ce sont des initiales très, très, très puissantes. Hein. C'est quelque chose qui, peut-être SNCF en France, il y avait cette espèce de. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort encore que pour les hôpitaux publics en France. Parce qu'on estime qu'effectivement, et ça a été un acquis des travaillistes au sortir de la guerre, qui ont gagné l'élection contre Churchill et qui ont mis en place le welfare state britannique, qui était à l'époque, comme il n'y avait pas eu de front populaire comme en France, il y avait vraiment très peu de mesures sociales pour les travailleurs à l'époque. Et donc, les gens se souviennent de ça et c'est quelque chose qui reste très fort. C'est marrant parce que c'est un pays quand même où le thatcherisme est passé, où le blairisme, qui a été un accommodement très, très prononcé des travaillistes avec
avec le néolibéralisme aussi, même s'il faut quand même le reconnaître que ils ont investi dans les services publics en général, mais ils l'ont fait d'une manière néolibérale, ce qui est quand même pas tout à fait acceptable. Mais ils l'ont fait. Et donc, ils sont attachés, et on s'aperçoit que, tu me demandais l'État, ben, l'État, c'est celui d'un pays comme la France, très riche, donc qui est capable de développer, par exemple, la médecine de pointe, d'avoir évidemment les meilleurs spécialistes au monde, les meilleurs traitements possibles pour toute forme de cancer, etc., mais qui, comme la France, se trouve totalement dépourvu pour gérer une pandémie et pour protéger le public, les citoyens, c'est-à-dire leur fournir des masques, des tests. C'est la même chose, c'est-à-dire que par négligence, par arrogance, par incompétence, parce que je pense que l'incompétence est quelque chose qui me frappe, moi, parce qu'on peut être néolibéral et compétent, c'est-à-dire on mène des politiques qui ne sont pas bonnes pour la majorité des gens, mais on a un savoir-faire politique ou économique. Ce n'est pas le cas, ils sont en plus incompétents. Et donc tout ça ensemble fait que pour une gestion toute simple, moi je dis toujours, c'est un pays où on est très bien soigné quand on a une maladie grave. Par contre, c'est une fois qu'on a été, à condition de pouvoir être soigné dans les temps, c'est-à-dire par exemple quand on a des maladies, il faut un cancer qui se propage, il faut être soigné vite. Or, il y a la rareté des soins, il y a des listes d'attente hein, dans ce pays, encore plus qu'en France d'ailleurs. Et donc la rareté fait que parfois, eh bien, des maladies bénignes dégénèrent, et il y a parfois des cas comme ça de personnes qui perdent leur vie bêtement, si je puis dire. Et puis pour les soins de base, eh bien, il n'y a pas cette idée de médecine qu'on appelle un peu, je crois de façon un peu péjorative, médecine de confort. Hein, tu vois, quand on est un peu malade, mais c'est pas grave, une petite grippe. C'est un peu une médecine un peu spartiate, hein, qui finalement n'est pas toujours une erreur. Hein. Quand on a une grippe, on sait très bien qu'il vaut mieux rester à la maison, prendre de l'aspirine et se reposer. Peut-être qu'en France, on produit et on consomme trop de médicaments. Venant de France, je peux aussi comparer sur le long cours qu'il y a peut-être un peu moins hypochondriaque ici, mais tout ça, c'est des anecdotes. En réalité, c'est ça, c'est la rareté pour des choses qui sont finalement basiques, alors que c'est un pays riche comme la France. Pourquoi? Parce qu'on n'investit pas, parce qu'il n'y a pas de plan, parce que ce qui est incroyable, l'histoire des masques en France et au Royaume-Uni, pas de masques, une gestion catastrophique. Pourquoi? Parce que euh, je pense qu'à tous les échelons, et je crois au-delà du gouvernement, l'administration n'a pas rempli son rôle, le bras gauche de l'État ne sait pas ce que le bras droit fait, et aussi toujours restrictions financières, quoi, budgétaires, c'est-à-dire que pour faire des économies de bout de chandelle, eh bien, on se retrouve complètement dépourvu quand quelque chose nous tombe dessus. Et alors on verra maintenant si cela leur servira de leçon. Moi, je serais prudent, hein, savoir, il va y avoir en France une espèce de négociation avec le personnel de santé. On verra bien ce qu'il en sortira. Bon, je suis pas super optimiste, mais on verra, on verra. Ici, on n'en est pas encore là. On est encore dans le confinement. On est encore dans une situation où, alors il faut quand même le dire dans cet entretien, c'est que le Royaume-Uni a le triste record du plus grand nombre de cas de personnes qui ont contracté le coronavirus. Hein. Hier, j'ai regardé les figures, 260 000 personnes. En France, on en est en 183 000. 37 000 morts au Royaume-Uni contre 28 000 en France, avec une gestion, c'est d'ailleurs, on estime qu'il y en a beaucoup plus parce que dans les EHPAD britanniques, on n'a pas encore fait le comptage total, alors qu'en France, ça a été assez bien fait. On a maltraité les personnes dans les EHPAD, mais au moins, il y avait un comptage des morts dans les EHPAD français. Ici, c'est même pas le cas. Donc, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe de type quasiment trompien, hein, aux États-Unis, c'est-à-dire incompétence, je m'en foutisme. Et donc, je crois que l'après-déconfinement sera très dur pour le gouvernement. Il y a une chose, hein, tu l'as expliqué, vous êtes encore dans le confinement. Pourquoi Boris Johnson il a mis tant de temps, je dirais, à décréter le confinement? Parce qu'il y a eu un peu un retard au départ. Tu l'expliques comment ça? Mais je crois que c'est comme Trump, Bolsonaro au Brésil, tous ces populistes qui sont qui sont de nature différente. Hein. Je ne dis pas que Trump, c'est Johnson, ce n'est pas du tout le même truc, ni Bolsonaro, mais ils ont effectivement, par rapport à la pandémie, le même regard tout à fait, je dirais quasiment insouciant, incompétent. Euh, et ça a été clair, c'est que tout le mois
février-mars, et notamment début mars, on savait très bien que cette pandémie arrivait. On voyait très bien, elle était déjà en Italie, donc ça n'allait pas s'arrêter. Et les choses allaient très mal en Italie dès le début mars. Et il y a eu, à tout le moins, mais à mon avis, plus que ça encore, mais à tout le moins, il y a 2 semaines d'inaction absolument criminelle en France et au Royaume-Uni. Et donc, comme ben, on est une île, on est à l'ouest, ça partait de l'est, donc ça, c'est la pandémie a mis un peu plus de temps pour nous arriver, même si quand même Londres, c'est une plaque tournante hein, des échanges économiques, financiers, d'immigration aussi. Parce que c'est une chose aussi, l'un des paradoxes du Brexit, c'est que le Brexit était censé mettre un terme à l'immigration. C'est en partie vrai pour l'immigration communautaire. Il y a moins de migrants communautaires, ça baisse, mais elle a explosé sur l'immigration internationale. Donc, Londres reste une place ouverte. Hein, et d'ailleurs, c'est une chose extraordinaire. C'est ça véritablement l'hypocrisie totale du néolibéralisme globalisé, c'est que le, on prétend avec des politiques populistes, anti-européennes, europhobes, et on sort de l'Union européenne, mais en même temps, on encourage la venue d'une main-d'œuvre qualifiée, plus ou moins qualifiée d'ailleurs, qu'on exploite. Et si on regarde par exemple la santé publique, les hôpitaux publics, si tu retires des hôpitaux publics les infirmières, les médecins qui ne sont pas britanniques, il ne reste plus personne. Quand on va dans un hôpital public à Londres, le médecin est portugais, l'infirmière vient des Philippines. Enfin, c'est ça qu'on a. Hein. On a absolument très très peu d'infirmiers et d'infirmières ou de médecins qui sont britanniques. Donc, on voit que c'est tout à fait quelque chose de... D'ailleurs, les 2 infirmières qui ont soigné Johnson, qui était quasiment mourant, c'était une néo-zélandaise et un portugais. Hein. Donc, tu vois que... Et donc, c'est ça, c'est une espèce d'arrogance avant tout qui ont fait que ils pensaient effectivement que, je ne sais pas ce qu'ils pensaient, moi je ne suis pas dans leur tête, mais ça paraît invraisemblable maintenant. Le Premier ministre qui n'allait même pas aux réunions pendant le mois de février et mars, aux réunions qui étaient censées discuter de la pandémie, comment s'y préparer, il n'était même pas là. Il était en week-end avec sa copine qui attendait un enfant à l'époque. Voilà, c'est ce genre de truc c'est trumpien dans le sens où c'est quasiment une farce, quoi. Hein, et voilà ce qu'on a aujourd'hui. Et tous ceux qui disaient en Grande-Bretagne, et probablement un petit peu en France, qui voyaient Johnson comme une espèce de clown, mais pas très drôle finalement, mais qui une espèce de farceur pas sérieux, malheureusement ça se vérifie, sauf que ce gars maintenant il est Premier ministre, et ce qu'il fait c'est vraiment mauvais. Hein. Il a une gestion absolument épouvantable d'une crise, et alors voilà, attendons le déconfinement pour voir ce qui va se passer. Espérons qu'il y ait aussi une opposition de gauche travailliste qui va faire son boulot pour pouvoir vraiment lui demander des comptes. Parce que c'est ça la chose, c'est que maintenant il faut, je crois, s'opposer aux mesures qui seront mauvaises, mais aussi demander des comptes, c'est-à-dire ce qui s'est passé est anormal. En France, au Royaume-Uni, on ne peut pas dire que simplement s'en laver les mains et dire on ne pouvait pas prévoir. Effectivement, on ne pouvait pas arrêter la pandémie, ça c'est sûr, mais on pouvait faire davantage pour faire en sorte qu'il y ait moins de malades et moins de morts. Justement, on va finir sur cette question. Tu as évoqué le rôle de la gauche. Jeremy Corbyn, dans un contexte particulier, a passé la main pendant cette crise. Quel rôle elle peut jouer justement la gauche britannique dans les mois et les années à venir pour éviter de se retrouver dans une situation où on a Boris Johnson aux affaires, quoi. Oui, alors, la pandémie est survenue, alors que la gauche était à genoux, complètement liquéfiée. Elle a perdu, c'est l'une de ses défaites les plus importantes de son histoire, hein. Le Parti travailliste a été créé en 1900, c'est un vieux parti, avec le même nom, hein, il n'a pas bougé. C'est quand même incroyable la résistance de ce parti, qui reste un vrai parti social-démocrate, c'est-à-dire, et je sais qu'en France, il faut le préciser, parce que social-démocratie, ça veut dire droite, fausse gauche ou droite. Euh, la social-démocratie, c'est un régime qui a connu son heure de gloire, surtout en Scandinavie et dans des pays, je regarde le PS belge, je regarde le SPD allemand et aussi en Grande-Bretagne. C'est quand même un modèle qui repose sur, évidemment, ce n'est pas un modèle révolutionnaire, c'est un modèle qui repose sur euh, une forme de compromis entre travail et capital, où on essaie de la part, notamment en s'appuyant sur des syndicats forts, et une opposition ou un gouvernement travailliste d'obtenir les plus grandes avancées sociales pour les travailleuses et travailleurs. Le Parti travailliste a rempli un rôle important dans l'histoire du pays,
mais il a aussi, à certains moments, complètement raté le rendez-vous avec l'histoire. Et dernièrement, c'est extraordinaire ce qui s'est passé parce que le Parti travailliste avait un bon programme. Je crois que ce n'est pas le programme qui était en cause, mais je pense que euh, je ne vais pas réexpliquer parce que ce n'est pas tout à fait le sens de ta question pourquoi Corbyn a perdu, mais je pense que c'est à peu près pour les mêmes raisons pour lesquelles Bernie Sanders aux États-Unis n'a pas gagné. Hein. Dans les deux cas, ils avaient des opposants faibles qu'ils devaient battre, mais quelque chose dans leur campagne, dans la présentation, dans leur façon de gérer leur message, dans l'incapacité à réunir d'abord leur parti, leur camp, puis à essayer, parce que si on ne fait pas la révolution pour gagner les élections, ça se gagne avec des gens qui ne partagent pas tout à fait tes idées quand tu es toi plus à gauche, tu comprends? Et ça, il faut, et c'est aussi le problème qu'on a en ce moment dans certaines parties de la gauche française, c'est que il faut élargir, il faut rassembler. Et rassembler, c'est un art, il n'a pas su le faire. Je suis plus optimiste avec le nouveau leader qui, contrairement à certaines caricatures que j'ai lues dans certains propos, notamment à gauche en France, n'est pas un blairiste, ne vient pas de la droite. Il n'appartient pas à la gauche de Corbyn. On appelle ça en anglais la soft left, hein, la gauche un peu plus douce, mais euh, la traduction ne marche pas vraiment bien. C'est une gauche assez respectable, qui n'est pas blairiste. Et Starmer qui est un avocat qui, notamment dans le domaine des droits humains. Et ça se voit parce qu'il a d'abord été élu dans des conditions catastrophiques pour lui. Il a été élu sans pouvoir faire campagne physiquement. Il a d'ailleurs son speech d'investiture, il l'a fait comme nous là, en se parlant euh, euh, sur, en télévision et en téléconférence. Et depuis, je pense qu'il a marqué des points. Hein, et il est bon justement à faire ce que Corbyn n'était pas bon, c'est-à-dire à pouvoir démonter, décoder le discours du gouvernement, ses actes, et demander des comptes de façon très précise. Et je pense que c'est ce dont on a besoin pour reconstruire une opposition, parce que c'est ça le problème des populismes. Les populismes s'en tirent toujours parce qu'ils disent des choses les plus extraordinaires. Et tu peux répondre avec des arguments moraux, idéologiques de gauche tout à fait bien, auxquels nous adhérons parce que nous sommes convaincus. Ça ne porte pas au-delà des convaincus. Donc, il faut véritablement faire un travail de décodage. Que fait bien ce leader? Alors, espérons maintenant, au-delà de ce leader qui s'appelle Keir Starmer, qu'il pourra réunir le parti. Je crois qu'il s'y prend bien pour ça. C'est-à-dire qu'il faut réunir à la fois la gauche corbyniste, lui-même qui est une gauche un peu plus modérée, mais qui reste la gauche, et puis les pans d'un parti travailliste, parce que le parti travailliste, c'est quelque chose, imagine, dans une seule formation en France, le PC, le PS, une grande partie des Verts et je dirais une grande partie de la France insoumise. C'est ça le parti travailliste. Hein, tu vois, donc c'est un autre outil. Et ces gens travaillent ensemble. Le problème du corbynisme, ça a été ça, c'est que c'était je caricature parce que ce n'est pas du tout les mêmes cultures, les mêmes traditions, Mélenchon et Corbyn, pas du tout. Mais ça a été la France insoumise qui dirige un grand parti social-démocrate et qui s'est arrêté, je ne sais pas, moi, un peu à l'aile gauche du PC ou un peu des Verts, tu vois. Il n'a pas su prendre toute la gauche dans son... Et donc, ils vont essayer de le faire. Et je pense que les premiers sondages sont encourageants. Alors, les sondages sont des sondages, mais le gouvernement est en chute libre. Et lui, qui est assez inconnu, parce qu'il faut se faire connaître, il a été élu député il y a 5 ans simplement. Donc, c'est quelqu'un de relativement nouveau, même s'il a milité dans le Parti travailliste depuis qu'il est adolescent. Il vient d'un milieu populaire. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout étranger à la tradition travailliste. Donc, si tu veux, les points de départ sont bons. Il a nommé dans son cabinet fantôme, son shadow cabinet, qui est la réplique même du gouvernement, où on nomme à des postes gouvernementaux en vis-à-vis du gouvernement. Il a nommé des gens qui représentent toutes les composantes du parti, y compris les corbynistes. Hein. Donc, je pense que pour ces raisons, c'est à mon point de départ, mais il vient de se mettre en route. Et ce pays vraiment a besoin de sortir de maintenant plus de 10 ans de politique d'austérité atroce.
c'est du Macron puissance 10, tu vois, tu imagines la difficulté et la violence. Et c'est pas du tout pour nuancer ce que fait Macron, qui est tout à fait absolument épouvantable pour la France, son économie, sa société et sa population, mais c'est quelque chose encore. Le Royaume-Uni est toujours le laboratoire des essais d'un capitalisme de plus en plus débridé depuis la fin des années 70, depuis l'arrivée de Thatcher au pouvoir. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose de nocif idéologiquement, économiquement qui se trame, ça vient de là. Donc c'est toujours intéressant de regarder ici. Et ce gouvernement, c'est ça, c'est une espèce de Trumpisme soft, dans le sens où on a une espèce d'imbécile incompétent, venant vraiment d'une droite dure, qui gère très mal ce pays, qui a autour de lui une clique vraiment d'idéologues de droite dure, qui rompt vraiment avec les gouvernements conservateurs précédents. Hein. Il y a vraiment tous les... euh, et, euh, et aussi le Brexit, peut-être pour terminer un mot là-dessus, on se rend compte que le Brexit, alors le Brexit, l'Europe et le Brexit, c'est deux choses. Il faut, je crois, quand on est de gauche, critiquer l'Europe telle qu'elle est. Elle n'est pas acceptable et convenable pour ceux qui vraiment rêvent véritablement d'une vraie coopération au niveau européen entre les peuples, au service des peuples. Mais le discours qui voudrait que parce que cette Europe n'est pas convenable, il faut jeter le bébé avec l'eau du bain et la défaire, eh bien, je leur dis, regardez ce que cette clique ultra-droitière est en train de faire, c'est leur programme. Ne croyez pas que le capitalisme nationalisé sera d'une part moins globalisé dans ses échanges, parce que on peut se refermer, sortir de l'Europe, de l'Union européenne, et puis faire des échanges commerciaux avec la Chine, avec les États-Unis et avec les pays européens, mais avec des minima sociaux pour les travailleuses et les travailleurs, avec des conditions d'échange encore pires pour les droits des consommateurs, etc., avec un pillage écologique encore pire. Et c'est effectivement ce qu'ils font. Donc, je leur dis, attention, c'est la politique du pire. Donc tout ça, c'est aussi une invitation pour voir que les cris de sortie de l'Union européenne à gauche ne régleront pas tout. Il faut, je crois au contraire, réinvestir l'Europe, même si c'est un travail absolument hallucinant, très dur, parce que ce qui est en train de se faire aussi, il faut regarder ce qui est en train de se faire ici avec le Brexit. Brexit plus gestion épouvantable de la pandémie. Je crois que le Royaume-Uni est parti pour des années extrêmement dures où les riches s'en sortiront, mais les pauvres et aussi les classes moyennes vont se retrouver dans une situation encore plus difficile qu'aujourd'hui. Mais merci Philippe pour cet éclairage. Je pense qu'on reviendra te voir quand Boris Johnson aura annoncé les mesures de déconfinement pour faire un point avec toi. Avec plaisir, merci.